Ce programme vous est offert par Illico Cash. Début ce lundi, pratiquement dans tout le pays, de l'examen national des fins d'études primaires. Plus de 2 millions d'élèves vont passer l'épreuve de ce lundi, y compris ceux en provenance des zones occupées dans le Nord Kivu. Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe, est attendu ce lundi 3 juin dans la soirée par son homologue congolais Jean-Claude Gakoso du Congo-Brazzaville dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours. Il s'agit de sa deuxième visite en 2 ans sur place. En Afrique du Sud, c'est officiel, l'ANC, au pouvoir depuis 30 ans, a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le parti historique de Nelson Mandela a engagé les discussions avec d'autres formations pour la coalition. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce lundi 3 juin marque le début des épreuves de l'examen national de fin d'études primaires, édition 2024 sur l'ensemble du pays. Au total, 2 217 456 élèves sont attendus pour passer ces examens qui se déroulent sur 2 jours jusqu'au mardi 4 juin inclus. Il s'agit d'un moment clé dans le parcours scolaire des élèves, sanctionnant la fin de leurs études primaires et conditionnant leur accès aux études secondaires. Visiblement, les rues de Kinshasa étaient dominées ce lundi par les couleurs bleu et blanc, tout justement par les élèves de l'école primaire qui ont convergé dans différents centres pour passer les épreuves de l'examen national des fins d'études primaires. À l'extérieur de certaines écoles, nous avons croisé un échantillon d'élèves qui n'ont pas tardé à s'y confier par rapport à ces premiers jours. Je m'appelle Kalonda Robin Marfig. C'était difficile. On avait compliqué les mots, je n'avais pas bien compris, j'ai demandé à la dame. J'espère avoir des moitiés en fait, parce que je suis pas sûre. Un sentiment départagé, si pour les uns l'examen était facile, les autres ont connu quelques difficultés. Ce qui était difficile pour moi, c'était la culture générale. L'ENAFEP constitue l'évaluation ultime qui amène les élèves du primaire au niveau suivant. Il est donc considéré comme faisant partie du cursus primaire, d'où son caractère gratuit pour les élèves étudiants dans les écoles publiques et privées agréées. L'examen national de fin d'études primaires s'est ainsi déroulé au Nord Kivu malgré les conditions sécuritaires difficiles dans certaines zones. 155 969 candidats, dont 78 000 filles, sont alignés. Ils sont répartis dans 552 centres. Et pour permettre une bonne passation de ces épreuves, certains centres ont été délocalisés, notamment ceux se trouvant dans les zones sous occupation des terroristes du M23 à Rutshuru, Masisi et Nyiragongo pour Goma, ainsi que ceux de Kanyabayonga et Bwito pour la cité de Kaina. Le directeur provincial de l'EPST Nord Kivu 2 rassure que les dispositions nécessaires ont été prises pour permettre à tous les finalistes du primaire d'accéder à leur examen. D'après Chalomo Chambali Salomon, la province éducationnelle Nord Kivu 2 aligne 82 953 candidats repartis sur 350 centres, y compris les centres de passation de Bwito et Kanyabayonga, délocalisés dans la cité de Kaina suite aux affrontements qui se sont intensifiés ces derniers jours dans la zone entre les FARDC et les rebelles du M23. Les dispositions sont déjà prises avant même cette journée pour que tout enfant accède à l'examen. On ne devrait pas laisser les enfants dans des endroits où il y a crépitement des balles. Et voilà pourquoi on a essayé de délocaliser les centres. Et il est instruit à chaque chef de centre, même en dehors de l'endroit que vous êtes en train de dénoncer, chaque enfant, partout où il va se représenter comme déplacé, il va participer aux examens. Pour la partie nord de la province, c'est le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord qui a accueilli le lancement officiel de l'ENAFEP, édition 2024, cérémonie présidée par le maire policier de Butembo, représentant l'autorité provinciale, en présence de plusieurs autres autorités, tant politico-administratives qu'éducationnelles, locales. Je souhaite à vous tous bonne chance et bonne réussite. L'inspection principale provinciale du primaire note avec satisfaction et plaisir la participation grandissante à l'ENAFEP dans la direction provinciale Nord Kivu 2, soit de 56 963 candidats en 2019 à plus de 80 000 en 2024, conséquence logique de la gratuité de l'enseignement de base
à mettre dans l'actif du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a souligné Kalondero Léo Kadi, IPP adjointe à l'EPST Nord Kivu 2. Toutefois, un calme précaire s'observe ce matin dans la commune rurale de Kanyabayonga après des violents combats qui ont opposé toute la fin de semaine les FARDC aux terroristes du M23. Depuis une semaine, l'armée se bat pour le contrôle de cette commune rurale stratégique du territoire de Lubero. Deux positions du M23 situées à Bulundi et Maïsafi ont été pilonnées par les FARDC et la tentative des rebelles d'avancer vers Kanyabayonga a été stoppée par l'armée congolaise. Entre-temps, l'on apprend des sources proches de l'armée que 65 éléments M23 RDF ont été neutralisés. Réunis sous la présidence du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbouyi, le comité des politiques monétaires a décidé de maintenir inchangé le taux directeur et les coefficients de la réserve obligatoire sur tous les dépôts. C'est l'essentiel à retenir de cette rencontre dont la prochaine aura lieu le 8 août 2024. Le comité du politique monétaire a pris note de la forte croissance de l'économie congolaise en 2023, dont 8,4% soutenue par le dynamisme continu du secteur minier et une vigoureuse activité dans le secteur non extractif. En revanche, l'inflation a été plus forte que prévu, atteignant 23,8% en glissement annuel en décembre 2023, reflétant aussi bien l'inflation importée, les tensions budgétaires liées à la continuation des conflits de l'Est du pays que la conséquente dépréciation du taux d'échange. Au cours de cette rencontre, le Conseil de politique monétaire a relevé la forte augmentation des pressions sur le marché d'échange pendant l'année, notamment dû au déficit public et du compte courant de la balance des paiements, ainsi qu'à l'appréciation du dollar américain au niveau mondial. Les mesures de stabilisation prises par le gouvernement et la Banque centrale ont permis de soutenir la trajectoire baissière de l'inflation observée depuis le dernier trimestre de 2023. Au mois de mai 2024, par exemple, le taux d'inflation a été ressorti à 5,9% comparé à 7,6% il y a un an. Les perspectives économiques pour 2024 restent du moins positives avec une projection croissante proche de 5%, une amélioration de la balance des paiements et de la situation des finances publiques et un ralentissement des pressions inflationnistes. En dépit de la baisse d'inflation observée, il demeure nécessaire de maintenir l'orientation restrictive de la politique monétaire. Conséquence, le comité décide de garder le taux directeur inchangé à 25% et le coefficient de la réserve obligatoire pour les dépôts en francs congolais à 10% et à 0% pour les dépôts en vue et à terme respectivement. De même pour les dépôts en devises, les coefficients de la réserve obligatoire restent inchangés à 13% et 12% pour les dépôts à vue et à terme respectifs. La Banque centrale continue à suivre de près la situation économique et financière du pays et à utiliser les instruments de la politique monétaire de manière à contribuer au renforcement de la stabilité aussi bien des prix intérieurs que le taux d'échange. Le député provincial Bob Amisso, élu de Barumbu, s'est lancé dans un périple qui a commencé à la cité Kitoko, où il a constaté les dégâts causés par l'incendie du mercredi dernier, puis une descente au marché Epolo, où il s'est enquéré de la situation, cette fois-là, des vendeuses et des vendeurs pour chuter à la paroisse Saint-Éloi, où un don de ciment a été fait en vue de contribuer aux travaux de construction du temple. Les députés de la municipalité de Barumbu, Bob Amisso, s'est rendu avec sa délégation à la cité Kitoko pour constater les dégâts et apporter son réconfort moral ainsi que son appui à cette communauté victime d'un incendie ayant causé plusieurs pertes matérielles. Dans sa compassion, l'élu s'est engagé à allouer une enveloppe importante pouvant aider les sinistrés à se procurer quelques matériels durables pour la construction de leur lieu d'hébergement. Au sortir de cette cité, l'élu du peuple et sa délégation se sont rendus au marché Epolo, menacé des spoliations et des déguerpissements, dont déjà une de sa portion a été démolie par les services de la maison communale de Barumbu. À son arrivée dans ce centre commercial, un accueil chaleureux lui a été réservé. Les vendeurs et vendeuses de ces lieux de négoce ont soumis leurs préoccupations au député Bob Amisso pour des solutions urgentes.
Il y a un escroc, permettez-moi le terme, qui est venu raconter des bobards qu'on devait vendre le marché. En tant qu'élu, je devais venir et constater, mais on a compris que après plusieurs appels au bourgmestre et au ministre de l'Intérieur datant, qu'il s'agissait d'un escroc qui voulait escroquer la population congolaise. L'élu du peuple s'est rendu ensuite à la paroisse Saint-Éloi où il a remis un lot important des 50 sacs de ciment gris aux responsables de la paroisse afin de contribuer à la construction de ces lieux de culte. Il a clôturé sa descente par un échange de fraternité avec les mamans des CVB de cette paroisse pour les remercier de leur soutien pour son élection comme unique député provincial de Barumbu. Dans un communiqué, le conseil d'administration et la direction générale de la régie des voies fluviales adressent ses vives félicitations au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour son élection à la tête de cet organe délibérant, une occasion pour le président du conseil d'administration, André Mpungwe, et le directeur général Daniel Luaboshi de remercier le président de la République, Félix Tshisekedi, pour cette décision jugée judicieuse. Régie des voies fluviales, conseil d'administration, message de félicitations adressé à l'honorable professeur Dr Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Honorable président, à l'occasion de votre brillante élection de ce mercredi 22 mai 2024, nous, André Mpungwe Songo, président du conseil d'administration, et Daniel Luaboshi, directeur général de la régie des voies fluviales, avons l'honneur de vous présenter au nom de la régie des voies fluviales ainsi que des agents et cadres, et à nos noms propres, nos sincères et chaleureuses félicitations en qualité des présidents élus du bureau définitif de l'Assemblée nationale de la nouvelle législature. Par la même occasion, nous félicitons tous les autres heureux élus membres du bureau qui ont bénéficié de la confiance de leurs pairs, les honorables députés nationaux, en vue de soutenir la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorable président de l'Assemblée nationale, la régie des voies fluviales RVF, en tant qu'établissement public à caractère technique et scientifique, a l'immense joie de vous revoir à la tête de l'Assemblée nationale, comme par les passés récents, pour contribuer au développement socio-économique de la RDC et soutenir tous les projets d'aménagement et d'entretien de voies de navigation intérieure qui constituent son projet social en vue de participer au désenclavement des territoires, source de décollage et du développement de notre pays. Tout en vous souhaitant une nouvelle mandature pleine de succès et de réussites, nous sollicitons du Très-Haut, notre Dieu, de vous protéger avec tous les membres de votre bureau ainsi que toute l'Assemblée nationale et de vous accorder sagesse et intelligence à l'instar du roi Salomon pour conduire ces temples de démocratie et de liberté en votant des lois justes et utiles pour la prospérité. En Afrique du Sud, c'est officiel, l'ANC au pouvoir depuis 30 ans a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le parti historique de Nelson Mandela a engagé des discussions avec d'autres formations politiques pour la coalition. On en parle avec Henri Désiré Zouzi, expert en politique étrangère que nous avons l'honneur d'avoir au téléphone. Bonjour, comment expliquer ce tournant? Est-ce qu'on peut parler d'un vote sanction contre l'ANC qui vient d'avoir lieu? Effectivement, il s'agit d'un véritable tournant, pour ne pas dire un séisme, puisque c'est la première fois que l'ANC n'obtient pas la majorité absolue à l'issue des élections. Il faut rappeler qu'en 2004, il y a 20 ans par exemple, l'ANC l'avait emporté avec 70%. 5 ans plus tard, la tendance s'est plus ou moins confirmée, mais en 2019, il y a 5 ans, eh bien, le parti est tombé à 57%. Aujourd'hui, on le voit 40%. Une érosion avec les années, mais surtout à cause d'une crise économique qui frappe durement l'Afrique du Sud, on le rappelle, pays membre des BRICS, montée en flèche de la criminalité, fossé d'effondrement qui s'est aggravé en termes d'inégalité, et puis, bien évidemment, les difficultés de gouvernance à certains niveaux. Il faut rappeler par ailleurs que l'ANC a toujours eu une position dominante. Cette élection ne remet pas en cause
ce statut. Simplement, eh bien, il va falloir négocier pour pouvoir parvenir à une majorité. Je rappelle que l'Assemblée nationale issue de ces élections doit élire le chef de l'État. Voilà, mais quand vous dites que l'ANC ne perd pas sa position, il y a quand même l'opposition de son côté qui compte faire barrage à ce projet de coalition et veut à tout prix élire un autre président. Qu'est-ce qui va se passer là par la suite ? Alors, il s'agit vraiment d'un exercice totalement inédit dans le paysage politique sud-africain, avec un pays qui a toujours eu comme parti dominant l'ANC depuis 1994, mais ici, on le voit, avec cette contre-performance historique et la montée en puissance notamment du MK de Jacob Zuma, eh bien on voit que effectivement pour la toute première fois l'ANC va être contraint à des discussions. En fait, il n'y a pas 36 000 solutions. L'ANC ne pouvant pas gouverner seul, la première hypothèse évidemment c'est que l'ANC compose avec l'Alliance démocratique, qui est un parti économique libéral. Concrètement, cela devrait normalement pousser les décisions économiques vers la droite, parce que ce parti prône évidemment une forte dérégulation économique et des privatisations massives. Ça signifie donc moins d'aide sociale, mais plus de libéralisation du marché du travail. On l'aura compris, ce parti est résolument tourné vers l'international et se veut plutôt pro-occidental, alors qu'on le voit, l'appartenance de l'Afrique du Sud dans les BRICS rend plutôt cette perspective moins évidente. Deuxième hypothèse, c'est que l'ANC s'associe en fait au MK de Jacob Zuma, qui est quand même un parti, il faut le rappeler, qui a été fondé il y a à peine quelques mois et qui aujourd'hui réussit véritablement une performance, sachant par ailleurs que techniquement Zuma est toujours membre de l'ANC, mais son animosité, ou plutôt son antagonisme avec Cyril Ramaphosa rendent les choses un peu compliquées. Donc dans cette même hypothèse, l'ANC s'associerait également avec le parti des combattants de la liberté. C'est un parti qui se situe plutôt à gauche de l'échiquier politique, et donc une telle coalition s'engagerait davantage vers une politique plus sociale, et cela devrait aboutir notamment à plus de création d'emplois, plus de politique en faveur des pauvres. Cette alliance conduirait également au soutien financier d'entreprises publiques sud-africaines qui sont défaillantes, voire en difficulté. Et donc, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent effectivement trouver un point d'entente, sachant par ailleurs que le Parti de la Liberté, le FF, prône également la redistribution des terres, mais aussi la nationalisation des mines. On verra comment tout cela s'articulera. Toujours est-il que dans les deux cas, on aura effectivement une ANC qui n'aura plus de position dominante. Merci à Henri Désiré Zouzi, expert en politique étrangère, de nous avoir éclairé la lanterne et l'opinion également. Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, est attendu ce lundi 3 juin dans la soirée par son homologue congolais Jean-Claude Gakoso au Congo-Brazzaville dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours. Les deux sources révèlent que cette deuxième visite du ministre des Affaires étrangères russe au Congo, après celle de juillet 2022, devrait être dominée par la crise interlibyenne. Le diplomate russe devrait ainsi apporter son soutien à Brazzaville au travers de son président Denis Sassou Nguesso, qui est acteur dans la résolution de la crise interlibyenne depuis plus d'une décennie. Après le Brazzaville, Sergueï Lavrov s'est attendu à N'Djamena au Tchad, où il doit s'entretenir notamment avec le président élu Mahamat Idriss Déby. Un mot de religion avant le sport. L'église Flamme Divine a organisé ce dimanche un culte spécial d'action de grâce. Ses fidèles se sont réunis pour louer Dieu, qui leur a aidé à surmonter toutes les difficultés récemment rencontrées. C'était un dimanche pas comme les autres à l'église Flamme Divine, une des extensions de l'église du Christ au Congo. Au menu, un culte spécial d'action des grâces pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour cette église qui était errant ici et là et qui a désormais un domicile fixe, mais aussi rendre grâce à Dieu qui leur a fait triompher sur la tentative de spoliation de leurs parcelles qui mettait en mal les fidèles de cette église.
Il est vrai que nous avons organisé un culte d'action de grâce aujourd'hui. C'est par rapport à tout ce que Dieu a fait pour nous. Non seulement pour tout ce que Dieu a fait pour nous que nous le louons, mais nous le louons aussi pour tout ce qu'il va faire pour nous. Et dans tout ce qu'il va faire pour nous s'inscrit aussi la construction de ce temple ici. Ce n'est pas mon église, c'est l'église de Christ. Et le Christ peut toucher n'importe qui. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais non seulement l'or et l'argent qui lui appartiennent, mais aussi tous les hommes lui appartiennent. Il peut toucher n'importe qui, de n'importe quelle obédience. Donc sa contribution, sa participation est bienvenue. Avec Dieu, nous ferons des exploits. En présence du pasteur principal de cette paroisse Vénance AMB, plusieurs personnalités de haute facture ont pris part à ces cultes, dont les premiers vice-présidents de l'Église du Christ au Congo, qui étaient l'orateur du jour, les vice-gouverneurs du Sud Kivu, les députés et sénateurs. Par la même occasion, l'Église a présenté la maquette de construction du bâtiment qui abritera cette église dans quelques années. Le dernier club Motema Pembe est éliminé de la 58e édition de la Coupe du Congo. Le club vert et blanc a été battu par le FC Tanganyika de Kalemi. Le point complet de l'actualité sportive avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau dans de très très belles chaussures. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour à vous Christopher, merci beaucoup. Bonjour également à tous les téléspectateurs à travers le monde. On va commencer avec les nouvelles des Jeux Olympiques de Paris, parce que c'est bientôt, la liste des athlètes congolais a été rallongée, vous me dites. Effectivement, Christopher, la RDC a obtenu un nouveau ticket hier pour le Jeux Olympiques 2024, et c'est bien sûr en boxe avec Brigitte Mbadi qui a battu la capitaine Moira Ivanoussa par arrêt d'arbitre au 3e round. Elle rejoint Marcela Sakobi qui était déjà qualifié, et peut-être aussi Pitaka Bejipiter chez les messieurs qui étaient qualifiés par Solidarité Olympique. Espérons que le comité ne change pas sa décision sur la qualification des Pitaka Beji. Sinon, en boxe, la RDC va aligner 2 pugilistes et elles sont toutes les dames. Christopher Ochokoum. Coupe du Congo, les combinaisons des quarts seront connues dans quelques minutes. Sont plutôt connues. Depuis quelques minutes. Okay. Depuis quelques minutes, avant de monter sur ce plateau, on connaît déjà les combinaisons de quart de finale. Le Daring Club Virunga en découdra avec l'UFC Chikas de Mbujimai. Céleste a hérité de l'Olympique Club Bukavudawa, Club Matiera, Nouvelle Vie Bomoko, l'Olympique Club Renaissance du Congo croisera les faire avec le FC Tanganyika, tombeur du Daring Club Motema Pembe en 8e de finale. On peut d'ailleurs voir les scénarios de ce match. Christopher, c'était bien sûr hier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le Daring Club Motema Pembe, double tenant du titre, a été éjecté de la course. Les visiteurs allumaient pourtant la première mèche à la 16e minute par l'entremise d'Endai avant que les Immaculés ne remettent les pendules à l'heure. Peu avant la pause, grâce à Mwango, au retour des vestiaires, le Daring va se procurer beaucoup d'occasions de buts, mais sans les concrétiser. Et Plamedi du FC Tanganyika va crucifier les clubs verts et blancs de Kinshasa à la dernière minute de temps additionnel. Le Daring Club Motema Pembe est éliminé. Quoi de plus normal? Réjouir le président du FC Tanganyika, qu'on écoutera certainement dans notre édition vespérale. Ce sera avec Nathalie Okomposo. Et il est gouverneur également? Effectivement. C'est le gouverneur qui est, oui, le président du FC Tanganyika. Comme au Katanga pour le Popo. Oui. Il y a encore un autre gouverneur à la tête de, disons, à l'époque. Il y avait aussi Richard Mouyège, il y avait Ngoï Kassanji, André Kimbuta, non, il était dans le comité d'organisation. Il est toujours au sein du Conseil suprême des Verts Clubs. Daniel Bumba, pas encore. Daniel Bumba ne s'est pas fait des clubs. Ok. On va aller parler éliminatoire de mondial maintenant, parce que c'est dans quelques jours que les Léopards vont affronter l'équipe sénégalaise. Ouais. Donc il y a 4 joueurs qui sont attendus dans la tanière pour ces éliminatoires. Oui. Affirmatif Christopher, c'est pour faire complet puisque Sébastien avait convoqué 25 léopards, 21 sont déjà au royaume chérifien. Alors les 4 qui sont attendus, c'est bien sûr Joris Kayembe, Aaron Chiboula, Charles Piquel et Dylan Bantou Binsika. Dylan d'ailleurs qui a disputé hier le match de barrage avec son club Saint-Étienne.
contre Metz, bien sûr, Saint-Etienne qui a fait sa montée en Ligue 1. Donc, la saison prochaine, on aura 2 Congolais en Ligue 1 et ils sont tous défenseurs. Chancel Mbemba et Dylan Bantou Binsika. Seulement 2 jusque-là, en Ligue 1. Et puis, bon, s'il faut parler aussi de Gaël Kakuta. Et puis, mercredi dernier, les Léopards aiguisent les fers en prélude de match contre le Sénégal et le Togo, comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le groupe est passé des 19 à 21. Je disais tantôt avec les arrivées hier de Dimitri Berthaud et de Théo Bon. Moscou, le match contre les Lions du Sénégal se jouera bien sûr le 6 juin. Abdoulaye Wade des Diam Niadio et le 9 contre le Togo à Kinshasa. Alors comment se déroule la préparation sur la terre marocaine? Quelles sont les chances des Léopards de la RDC face au Sénégal? Écoutez plutôt les réponses de Sébastien Dessart. Bon, comme on avait abordé ceux de la Mauritanie et du Soudan sur les premières journées de qualification, ce sont, comme on l'avait dit, des qualifications qui sont sur la durée, qui sont extrêmement longues. Donc ces 2 matchs sont très importants, mais pas décisifs pour la suite de la compétition. Donc on les aborde en essayant de travailler au mieux possible pour être prêt lors de ces rencontres, qui seront deux rencontres difficiles. Et on se prépare pour être à la hauteur. Bon, mais c'est la mi-chemin entre, on va dire, l'Europe et puis le Sénégal. C'est important de se préparer. On est très bien reçu par le Maroc. On est dans des bonnes conditions. On va voyager 2 jours avant le match au Sénégal. Donc voilà, il y a tout ce qu'on peut retrouver en termes de qualité de terrain, en termes de chaleur également pour se préparer au mieux. On a nos habitudes aussi. C'est pas la première fois qu'on vient au Maroc faire un stage. Donc voilà, pour toutes ces raisons, pour l'instant, on est à la 4e séance de stage. Ça se passe très bien. Il y a également le défenseur de Manchester United que je vois à Kinshasa sur les réseaux sociaux, Wan Bissaka. Ouais. Est-ce qu'il y a un espoir de sélection prochainement? On ne sait pas trop, mais c'est un message fort parce qu'il avait refusé les avances de Sébastien. Le voir à Kinshasa, c'est qu'il reconnaît d'abord qu'il est à titre privé pour le moment. Oui, il est là pour des raisons familiales. Il se promet. Peut-être que prochainement, il pourra répondre à l'appel. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour ces résumés sportifs et toutes ces belles images. Ouais. On retrouve Nathalie Yoko ou bien vous le soir? Non, c'est Nathalie Yoko à 19h45. Très bien, merci beaucoup. Ce journal est terminé à présent. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Début ce lundi, pratiquement dans tout le pays, de l'examen national de fin d'études primaires, plus de 2 millions d'élèves ont passé l'épreuve de ce lundi, y compris ceux en provenance des zones occupées dans le Nord Kivu. Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, est attendu ce lundi 3 juin dans la soirée par son homologue congolais Jean-Claude Gakoso du Congo-Brazzaville. Dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours, il s'agit de sa 2e visite en 2 ans sur place. En Afrique du Sud, c'est officiel, l'ANC au pouvoir depuis 30 ans a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le parti historique de Nelson Mandela a engagé des discussions avec d'autres formations politiques pour la coalition. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est tout de suite. Benjamin Moudiata qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Benjamin. Merci à vous Christopher Ochokume et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Des sujets à la une de votre revue de presse. Naturellement, on va parler éducation avec ces 2 millions d'élèves actuellement finalistes du primaire qui font face à l'ENAFEP. Un tout petit peu l'équivalent d'un examen d'État. Donc on va dire examen d'État junior. Justement, le sujet a fait la une, Christopher Ochokum, de tous les tabloïds parus aujourd'hui à Kinshasa, la capitale. Il s'agit d'au moins 2 217 456. C'est le chiffre complet d'élèves finalistes qui ont fait face ce lundi à l'ENAFEP, édition 2024. Pour en parler, commençons avec ce média en ligne congolais, neticnews.net. C'est ce lundi 03 juin qu'a débuté l'examen national de fin d'études
primaires ENAFEP sur toute l'étendue du territoire national. Mais pour en parler aussi, nous avons d'autres zones de la République qui sont maintenant occupées par l'armée rwandaise avec leur poulain, le 1-23 bien sûr. Et pour en parler, prenons Radio Okapi.net qui a mis les sujets à la une. Kumba FRDC 1-23. Tel que vous pouvez le voir sur les grands écrans, Christopher Ochokoum, à Kanyabayonga, des centres de passation de l'ENAFEP délocalisés à Kaina. Ce média souligne qu'il s'agit des centres de Kanyabayonga et de Boulotoa qui sont délocalisés à Kaina et une dizaine de kilomètres au nord des Kanyabayonga. La décision a été prise depuis le samedi 1er juin par des responsables de la sous-division de l'EPST Kirumba dans la province éducationnelle du Nord Kivu. Cette délocalisation de ces centres fait suite en fait aux affrontements de l'armée rwandaise et du rebelle M23 près de Kanyabayonga. Ces combats ont occasionné aussi, Christopher Ochokoum, des déplacements de la majeure partie de la population des 7 communes rurales. Législative en Inde, plus de 600 millions d'électeurs ont voté. Est-ce qu'il y a une erreur de frappe ou bien c'est le chiffre exact? C'est un grand record, Christopher Ochokoum. Le monde en parle. On commence avec Europe 1, qui l'a placé à la une. Inde, 642 millions d'électeurs ont voté. Un record mondial, selon même leur commission électorale. Au total, 642 millions d'Indiens ont pris part aux élections générales qui viennent de s'achever après 6 semaines de scrutin. Donc cela a fait 6 semaines pendant que les Indiens étaient en train de faire de file pour aller voter, a déclaré lundi à la presse le commissaire électoral en chef Rajiv Kumar. Nous avons battu un record mondial avec 642 millions d'électeurs indiens. C'est un moment historique pour tous, a déclaré Rajiv Kumar, précisant que 312 millions étaient des électrices, soit près de la moitié. Inde, après 6 semaines de scrutin, la commission électorale recense 642 millions d'électeurs et bat un record mondial. C'est les titres à la une du média français France Info. La 7e et dernière phase de ces élections générales s'est achevée le week-end, Christopher. Les dépouillements et les résultats sont attendus demain mardi. Selon les sondages qui sortent déjà des urnes, il s'agit de Narendra Modi qui est en bonne voie pour remporter un 3e mandat à la tête du gouvernement indien. Voilà tout pour ce tour d'horizon, Christopher Ochokoum. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour cette revue de presse. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.